Bonjour à tout le monde et bienvenue dans ce Journal Club. Donc aujourd'hui, on va parler de l'article de Iseldik et Al. Donc il y a beaucoup d'auteurs, mais donc le premier auteur, c'est Iseldik. Et l'article s'appelle A Leak in the Academic Pipeline, Identity and Health Among Postdoctoral Women. Donc on va parler identité, santé, postdoctorat et selon la perspective des femmes postdoctorantes. Donc, je vais juste vous présenter en quelques mots les grandes lignes, les objectifs et les grandes thématiques de l'article. Alors juste, c'est un article de 2019, donc c'est pas le plus récent, enfin quoique 2019 ça va encore, mais je le trouvais quand même assez intéressant. Et après, dans le champ de l'étude, du doctorat ou du post-doctorat, on n'a pas tant d'articles qui utilisent cette méthodologie ou ces champs théoriques, et c'est bien dommage parce que ce sont des théories et des champs théoriques intéressants, donc voilà, c'est pourquoi ça me semblait intéressant d'en parler aujourd'hui. Donc, la thématique de l'article, et ensuite je vous expliquerai pourquoi comment les auteurs présentent les enjeux à s'intéresser à cette thématique. Donc, l'étude, c'est une étude qui a été réalisée, passation en 2017 de mémoire. Elle porte sur l'étape post-doctorale chez les femmes, et elle examine les facteurs qui affectent donc leur santé mentale et leur contrôle perçu. Donc c'est ce qu'on va regarder, la santé mentale des femmes postdoctorantes et le contrôle perçu sur le travail, sur la vie des femmes postdoctorantes. Et l'étude s'intéresse aussi aux facteurs liés à l'identité sociale et aux identités sociales, parce qu'il y en a plusieurs qui vont être étudiés. Alors, pourquoi Pourquoi tout ça Pourquoi on s'intéresse aux femmes et pas à tout le monde? Pourquoi on s'intéresse au post-doctorat et pas à l'ensemble de la carrière? Et pourquoi se focus sur les identités sociales? J'aurais pu mettre pourquoi santé mentale et contrôle perçu, mais en tout cas, l'identité sociale va être la pierre pivotante, le pivot de l'article. Donc c'est ça qui va plus nous intéresser ici. Alors, réponse. Pourquoi les femmes Ce que je voulais vous demander ici, c'est vous faire participer un petit peu, comme ce que fait Télé. Je me suis beaucoup inspirée d'elle. Je voulais vous demander, est-ce que vous savez ce que c'est, donc dans l'étude des biais liés au genre, on utilise souvent des métaphores. Vous connaissez peut-être le plafond de verre, il y a la falaise de verre, il y a le labyrinthe, etc. Et est-ce que vous savez à quoi correspondent chacune de ces métaphores? Donc, le tuyau percé, est-ce que quelqu'un a déjà entendu et sait à quoi ça correspond? Je vous pose la question. Alors, le tuyau percé, c'est la traduction en français de leaky pipeline. C'est l'idée que la carrière, donc en l'occurrence la carrière dans l'académique, mais en fait c'est pas une métaphore qui relève uniquement de l'académie, mais que c'est comme un tuyau dans lequel circule de l'eau, avec un cheminement classique, des étapes que tout le monde suit, et puis une fin au bout du tuyau. Et en fait, quand on regarde au bout du tuyau, on se rend compte que c'est pas les mêmes personnes qui étaient au début et qui sont arrivées à la fin. Et donc le leak, je sais pas quelle est la traduction exacte, c'est la fuite dans le tuyau, et on se dit qu'il y a un moment, il y a des fuites dans ce tuyau-là. Donc, des endroits qu'il faut identifier où on perd, donc souvent des personnes issues de minorités sociales, donc parfois des femmes, parfois des personnes issues d'autres minorités sociales. Et on a tendance à penser comme ça les cheminements ou les carrières professionnelles comme des tuyaux percés. Ça, c'est la première métaphore. Est-ce que vous connaissez l'autre, le glass ceiling, donc le plafond de verre? C'est l'idée que les femmes, en fait, même si elles veulent aller le plus loin possible, elles seront arrêtées, en fait, systémiquement. Non, c'est pas le bon mot. Mais par un plafond de verre, en fait, parce qu'elles sont des femmes, elles pourront pas aller à des positions que certains hommes peuvent avoir, quoi. Ouais, c'est ça. C'est ce que tu dis. C'est en gros une sorte de barrière invisible. Donc, d'où le verre. On se heurte à quelque chose quand on gravit les échelons. Au bout d'un moment, on n'arrive plus à aller plus haut. Enfin, ou en tout cas, beaucoup se heurtent à ce plafond de verre. Et puis, c'est pas expliqué, en tout cas, de premier abord. Mais quand on creuse, il y a plein d'explications systémiques. Il y a plein de choses qui se jouent en amont et au moment du plafond de verre qui font qu'il y a une sorte de barrière invisible. On a aussi, un petit peu moins connu, le glass cliff. Est-ce que ça vous parle? La falaise Oui. de verre. Est-ce que c'est pas l'idée que dans des situations de crise, où on sait que par exemple une entreprise se porte mal, on va avoir plus tendance à nommer des femmes à des postes de direction plutôt que les hommes, et du coup après on peut faire l'hypothèse ah bah l'entreprise s'est cassée la gueule parce que c'était une femme qui était à la direction, alors que non on l'a mis aux directions parce que l'entreprise est en mauvaise posture. Ouais, il y a plusieurs explications données à ce phénomène, mais c'est effectivement ça, c'est la falaise de verre, c'est la tendance
à avoir plus de femmes qui sont nommées à des postes stratégiques, donc des postes de leadership stratégique, dans des organisations qui sont en crise. Donc, il y a des auteurs, donc c'était Ryan et Aslam, ça date de 2005, les premières études sur ça, et ça a été confirmé dans les 10-15 années qu'on suivi. Ils regardaient par exemple la santé financière des entreprises et puis l'évolution des nominations à des postes clés 6 mois, par exemple sur 6 mois ou sur 1 an, et ils voyaient qu'en fait les femmes étaient surreprésentées dans les entreprises en moins bonne santé financière, en tout cas qui avaient du coup une moins bonne santé financière à ce moment-là. Après, il y a plusieurs phénomènes qui expliquent ça. Ça peut être, ça peut être lié aux stéréotypes qui visent les femmes, où il va y avoir plus de traits de chaleur, de communalité, et on se dit qu'on a besoin de quelqu'un qui a ces caractéristiques-là dans les environnements en crise. Ah, Catherine nous donne une illustration dans la politique. Oui, ça peut être le cas aussi en politique. Ça peut être aussi pour annoncer un changement organisationnel fort, ça peut être aussi pour être dans une optique un peu de quête. On va mettre une femme, donc en fait, on va être dans le prendre soin d'eux, ce qui n'est pas forcément vrai, mais en tout cas, ça peut être une question de communication aussi. Pour les femmes, c'est aussi une porte ouverte à des promotions, même si ce n'est pas les meilleures promotions, bah, peut-être qu'en fait, c'est des fois l'opportunité qu'elles n'ont jamais eue. Enfin bref, il y a plein de choses qui peuvent expliquer ça. Voilà, je pense que je vais passer un petit peu sur la suite parce que ce n'est pas des métaphores, mais vous connaissez le syndrome de l'imposteur, donc le sentiment en tout cas le sentiment de tromper son monde et de ne pas être à la bonne place et puis d'être un menteur aux yeux du monde. Le sexisme, qui est un système dans lequel il y a une hiérarchie entre les personnes selon leur appartenance à un genre, et les inégalités d'évolution de carrière, la parentalité. En fait, pourquoi les auteurs parlent de tout ça et pourquoi on en parle aujourd'hui, c'est que ce sont autant de phénomènes ou autant d'éléments qui sont présents dans les carrières académiques, donc qui existent dans les carrières académiques, ça a été observé dans maints aspects, et qui touchent les femmes dans les carrières académiques. Voilà, donc ça répond à la question pourquoi les femmes, parce qu'en fait la réponse elle est simple, c'est qu'elles sont sujettes, ou en tout cas elles sont confrontées à pas mal de phénomènes comme ça qui vont entraver ou entacher leur évolution de carrière. Maintenant, pourquoi le post-doctorat ? Donc, les auteurs disent déjà que c'est une période de la carrière académique qui est sous-investiguée par rapport aux carrières à partir de titularisation et par rapport au doctorat et par rapport même aux études supérieures avant doctorat, parce qu'on a beaucoup de travaux sur les études supérieures, et assez peu sur l'époque, la période post-doctorat. Donc, post-doctoral, c'est apprendre au sens un peu plus large que ce que nous, on peut l'entendre, c'est vraiment après le doctorat, mais avant titularisation. Donc, ce n'est pas forcément un contrat postdoctoral comme nous, on peut avoir, enfin, un contrat de travail postdoctoral. C'est une période dans laquelle des ambitions personnelles et professionnelles peuvent rentrer en collision. Donc, par exemple, il parle beaucoup avec l'âge, il peut y avoir des projets de parentalité, des projets de mobilité géographique qui peuvent entrer en collision avec des projets professionnels, par exemple un gros nombre de publications à faire, des mobilités à l'international, etc. Donc, il peut y avoir des collisions principalement à ce niveau-là. Voilà, et ça s'appuie sur des études, je vous les détaillerai tout à l'heure si vous voulez, mais par exemple, il parle de l'étape postdoctorale comme de l'étape clé pour faire des publications qui vont renforcer ensuite le profil pour l'accès à des carrières académiques solides ensuite. Et or, il y a aussi des études qui montrent que les femmes, elles ont souvent des congés maternité, pour celles qui désirent et ont des enfants, dans les 5 ans après le doctorat, donc pendant cette période-là. Donc voilà, il peut y avoir une contradiction ici. Et donc, comme je vous disais, c'est une période clé de la carrière en recherche et elle est aussi caractérisée par de l'incertitude. Donc là, il peut y avoir aussi des impacts ou des liens avec la santé mentale. Il n'y a pas de titularisation qui est certaine. Il n'y a pas de confort financier qui est absolu ou certain. Donc, il peut y avoir de l'incertitude sur la vie professionnelle et la vie personnelle. Et donc, il peut y avoir aussi quelque chose qui va menacer la santé mentale à ce niveau-là. Alors, pourquoi les identités sociales? Donc ça, c'est les identités sociales, c'est le cadre théorique que les auteurs ont choisi. Pourquoi ils ont choisi ce cadre théorique-là? C'est que les identités sociales, ça peut être à la fois un levier ou un fardeau, c'est ce que les auteurs disent. Donc, le fardeau, c'est que, par exemple, des identités incompatibles, donc l'identité, je rappelle, c'est la part du concept de soi qui est définie par les appartenances au groupe en fonction de l'importance ou de la valeur qu'on met. Donc, il peut y avoir des identités qui sont incompatibles les unes avec les autres, identité de mère, de femme, avec identité de chercheuse, d'entrepreneur, etc.
Mais il peut y avoir aussi donc c'est l'identité interférence d'ailleurs, au niveau du concept, mais il peut y avoir aussi des incompatibilités entre une identité et l'environnement de travail par exemple. Donc ça, c'est l'effet un petit peu menaçant de l'identité. Enfin, c'est pas l'identité en elle-même, mais c'est la contradiction. Est-ce qu'elle a du sens dans un contexte? Mais l'identité peut aussi être un levier, et notamment en termes de santé. Donc ça, je pense qu'on en a quand même pas mal de fois parlé au lead, c'est l'effet social cure, enfin, c'est le lien entre une identification à des groupes et puis un effet, enfin en tout cas, une santé mentale qui va être préservée. Et donc, ce serait une sorte de potentiel facteur protecteur de la santé mentale. Voilà, donc, et se sont dit les auteurs et les autrices que c'était peut-être un bon angle d'analyse pour étudier le cas des femmes post-doctorantes, sachant que en post-doctorat, il y a aussi une incertitude, donc ça c'est un nouveau défi, une incertitude des identités elles-mêmes. Donc ça, je pense que c'est pareil, il y en a certains ici qui peuvent facilement l'imaginer. Est-ce que c'est des professionnels, est-ce que c'est des chercheurs, est-ce que l'identité elle est déjà construite ou pas? Mais en tout cas, il peut y avoir une incertitude ici. Donc, plein d'axes assez intéressants ici. L'objectif de l'étude, ce n'est pas d'étudier les challenges rencontrés par les femmes postdoctorantes, parce que les auteurs disent que finalement, il y a suffisamment d'études sur ces challenges-là. On les a listés, on les a identifiés, on les observe dans les faits. On manque toujours de recherche pour bien comprendre toutes les nuances, mais en tout cas, il y a quand même pas mal de travaux. Donc l'objectif, ce n'est pas ça, mais c'est d'examiner en fait toutes les variations et toutes les nuances dans les expériences de santé mentale des femmes postdoctorantes. Et on s'intéresse aussi à leur contrôle perçu. Et l'identité, le rôle de l'identité dans ces variations-là. Donc ça va être vraiment une focalisation sur ces thématiques-là. Alors, ils ont choisi, j'aimais bien la formule, donc je l'ai remise, une méthode mixte, d'ailleurs je crois que j'ai fait un effet, donc il y aura du quali et du quanti, pour associer la rigueur empirique du quantitatif à la richesse conceptuelle du qualitatif. C'est ce qu'ils disent textuellement dans leur article, et je trouvais que c'était assez joli. Donc je vous l'ai remis ici. Donc concrètement, il y a une étude 1 et une étude 2. L'étude 1, elle est qualitative, l'étude 2, elle est quantitative. Donc l'étude 1, ce sont des entretiens semi-directifs qui sont réalisés avec des femmes à l'étape postdoctorale au Canada et en Allemagne. En l'occurrence, ça c'est le choix des pays, ça ne s'est pas fait parce que le Canada et l'Allemagne sont des spécificités, par exemple, mais c'est en fonction des réseaux personnels et professionnels des chercheurs impliqués dans la recherche. On pourra en reparler par rapport à ça si vous voulez. Donc, des entretiens semi-directifs avec 21 femmes à l'étape postdoctorale. Les thèmes abordés, ce sont les suivants dans les entretiens. Ils leur ont demandé si elles pouvaient parler de leurs intentions de carrière, leurs objectifs, si elles étaient confrontées, si elles observaient, si elles avaient envie de parler d'enjeux liés au genre dans l'académie. Elles pouvaient parler aussi de leur santé, de leur bien-être, comment elles se sentaient, et puis surtout comment elles réagissaient par rapport à ça, qu'est-ce qui les aidait, donc toutes les stratégies de faire face. Enfin, qu'est-ce qui les aidait, et puis j'imagine aussi ce dont elles pourraient avoir besoin. Ils ont fait des analyses thématiques. Je vais vous présenter tout de suite les résultats, et je vous présenterai l'étude 2 quantitative ensuite. Vous allez voir qu'en plus les résultats sont très différents. C'est vraiment deux études assez différentes d'ailleurs. Donc les résultats. Pour information, ils ont fait une analyse thématique et ça les a amenés à réorganiser toutes les thématiques qui sont extraites des entretiens. Ici dans l'encadré, vous avez ce dont parlent les participantes à l'étude. Donc, elles parlent de leur flexibilité et de leurs incertitudes de carrière. En gros, elles disent qu'elles apprécient la flexibilité dont elles bénéficient pendant la phase post-doctorale. Elles se sentent indépendantes, elles se sentent flexibles. Mais il y a beaucoup de personnes qui évoquent l'incertitude de carrière comme un enjeu assez majeur au quotidien pour elles. Elles ne sont pas sûres de ce qui va leur arriver et c'est quelque chose qui leur pèse au quotidien. Bon, ça, rien de très différent à mon avis, même si on peut le déplorer bien sûr, mais ce n'est pas spécifique aux femmes post-doctorantes. Pour le coup, c'est une caractéristique qui, à mon sens, est très certainement commune. Par contre, elles rencontrent aussi ils ont appelé ça Gender-Based Challenge, donc des défis spécifiquement liés à leur genre. Donc les personnes rapportent pour certaines des expériences de sexisme, le fait d'être sous-représentées dans leur équipe. Et même en tant que statut, il y a par exemple des personnes qui étaient la seule femme post-doctorante de tout le laboratoire. Après, ça dépend des disciplines, mais dans les personnes qui ont été interrogées. Elle parle aussi, ça j'ai trouvé ça
intéressant, parce qu'on ne le voit pas souvent dans les articles, de ce que, du coup c'est moi qui l'ai appelé comme ça, les ambiguïtés relationnelles. Mais elles parlent d'incertitudes liées à leur positionnement en tant que femmes, c'est-à-dire que parfois, elles n'arrivent pas à gérer les relations parce qu'elles ont peur d'envoyer des mauvais signaux. Par exemple, si elles vont rencontrer quelqu'un dans un colloque, est-ce que ça va être pris pour une recherche de relations romantiques, c'est ce qu'ils disent dans l'article, ou pas? Est-ce qu'on est bien sur un plan professionnel? Est-ce qu'il y a des enjeux de genre qui s'insinuent dans ces relations professionnelles? En fait, elles disent, les participantes, qu'elles ont du mal un petit peu à gérer tout ça, elles sont un petit peu sur un fil par rapport à ça. Bon, je trouvais ça assez intéressant. Elles parlent aussi du syndrome de l'imposteur, donc elles ont souvent le sentiment de ne pas être à leur place et puis de mentir un petit peu à leur père. Et elles parlent d'enjeux liés à la maternité. Alors sur les 21 personnes de mémoire, il y en avait 6 qui avaient des enfants. Donc pour elles, c'était un gros enjeu. Elles parlent le congé, elles disent qu'elles ont vraiment eu le sentiment d'être à la traîne, de perdre le fil. Elles ont du mal à rester productives une fois qu'elles ont enfanté. Il y a peut-être deux meilleurs mots, mais c'est celui qui me vient. Elles ont du mal à coordonner la vie professionnelle avec la charge émotionnelle, la charge mentale et l'allaitement aussi. Elles en parlent. Et donc, il y en a uniquement 6 qui ont des enfants. Et dans les personnes restantes, elles parlaient quand même de l'enjeu de la maternité comme un fort enjeu, c'est-à-dire que pour elles, il fallait vraiment réfléchir à ce choix stratégique de est-ce que j'allais me mettre à faire des enfants maintenant, plus tard, comment, etc. Voilà, c'est quelque chose qui revenait un peu pour finalement une majorité de personnes. Je passe un petit peu plus vite sur la suite, mais les personnes disaient qu'elles avaient du mal à trouver un équilibre entre leur vie professionnelle et leur vie personnelle, que ça entachait leur santé, selon elles, et que ce qui était important pour elles, c'est de trouver du soutien social et de trouver un sens au niveau de leur identité. Elles étaient vraiment attachées au fait de s'appuyer sur les pairs et d'avoir même des mentors, c'est ce qu'elles disaient. Voilà, donc c'était assez riche, effectivement, comme résultat. Et ensuite, les auteurs ont fait une phase d'analyse quantitative, donc c'est l'étude 2. L'étude 2 a consisté en des questionnaires. Encore une fois, même échantillon, plus large, parce qu'il y a 146 personnes. Enfin, en vrai, il y avait 300 personnes qui avaient répondu, mais elles ont gardé que les femmes post-doctorantes. Au Canada et en Europe, encore une fois, ce n'est pas un choix stratégique d'avoir Canada et Europe, c'est une question d'opportunité. Donc, 146 femmes à l'étape post-doctorale. Qu'est-ce qu'elles ont demandé dans leur questionnaire? Enfin, qu'est-ce qu'il ou elle d'ailleurs? Elles ont mesuré la santé et le bien-être, donc avec des échelles, pour le coup, c'est assez bien fait, c'est vraiment des échelles validées scientifiquement. Elles ont demandé le niveau de stress, mesuré l'anxiété, la dépression et la satisfaction générale par rapport à la vie. Donc ça, là, pour info, c'est une comparaison avec la vie idéale. Est-ce que là où je suis dans ma vie, ça correspond à mon idéal ou est-ce qu'il y a un écart? Autre mesure, c'était le contrôle perçu sur la vie, sur le travail. C'était des items du type j'ai le sentiment la plupart du temps que je peux contrôler ce qui m'arrive ou ce qui arrive dans mon travail. Et les gens répondent donc de pas du tout d'accord à totalement d'accord sur une échelle de 1 à 7. Et les identifications sociales. Alors, c'est là que ça méritera d'aller plus loin, mais on en reparlera en discussion. Donc, elles ont proposé, il y avait une dizaine de groupes qui étaient proposés. Donc, ça pouvait être groupe disciplinaire, les amitiés, le groupe de genre, le groupe politique, des choses comme ça. Je ne sais plus, mais vous les avez plus tard. Et elle demandait aux personnes à chaque fois de s'identifier, de dire à quel point ils s'identifiaient à ces groupes-là. Et les participantes, choisissaient aussi le groupe le plus important pour elles, c'est-à-dire celui auquel elles considéraient s'identifier le plus. Et les analyses, c'était surtout des analyses de corrélation et de régression. On essaie de savoir comment ces variables-là sont liées les unes avec les autres et qu'est-ce qui va prédire la santé et le contrôle perçu. Alors, au niveau des résultats, il y a quelques analyses préliminaires qui sont plutôt des bonnes nouvelles, c'est-à-dire que les participantes n'avaient vraiment pas de niveau alarmant du tout de stress ni de dépression. Anxiété, c'était absolument, c'était vraiment en bas de l'échelle, donc aucun signe d'anxiété notable, en tout cas sur la moyenne de l'échantillon.
La satisfaction de vie, en revanche, était, alors si je me souviens bien, c'était sur une échelle, je crois, sur 30, et puis elles étaient à 15 en moyenne, quelque chose comme ça. Enfin, en tout cas, c'était à peu près au milieu de l'échelle, donc ils ont déterminé que c'était à peu près moyen. Voilà. Donc, tout ça pour dire que il n'y avait pas de niveau alarmant de manque de contrôle ou de santé mentale. Les groupes les plus choisis par les participants. Ici, vous avez tous les groupes qui étaient proposés. Donc, social group, je ne sais pas pourquoi ça a été renommé comme ça dans le tableau, mais l'item, c'était bien sur le groupe des amitiés, friendship, du coup, dans l'article. Et work group, c'est pareil, l'item, c'était un seul item, hein, c'était des single items à chaque fois, c'était bien la discipline académique. Donc, l'item, c'était je m'identifie aux membres de ma discipline académique, et les personnes disaient si elles étaient d'accord ou pas d'accord. Donc là, vous avez dans ce tableau les groupes qui sont choisis comme les plus importants par la personne. Donc 30% à peu près des personnes choisissent leurs amitiés comme groupe social le plus important pour eux, auquel elles s'identifient le plus. Une trentaine de pourcents, 28%, le groupe disciplinaire. Et ensuite, c'est plus... donc 17%, c'est le rôle parental, mais il y a un gros biais parce que, en fait, 37% de l'échantillon avaient des enfants. Donc, je pense que ces personnes-là se sont beaucoup identifiées, mais finalement, ils ont enlevé les analyses relatives à ce groupe-là, puisqu'ils ne concernaient pas tout l'échantillon. Et ensuite, groupe de genre, 5%, ce qui est, ma foi, des fois assez faible par rapport à ce qu'on peut attendre dans des disciplines, par exemple, où les personnes sont sous-représentées en termes de genre. Au niveau des résultats, l'âge des personnes, leur situation de parentalité et leur discipline n'avaient pas de lien avec leur santé et leurs identifications sociales. Donc concrètement, l'âge n'était pas en lien avec la santé, le fait d'être parent non plus, ce qui est aussi un résultat qui est, qui est assez surprenant par rapport à d'autres études, mais qui est du coup intéressant. Par contre, ce qu'on regarde, et d'ailleurs je crois que j'avais mis désencadré, voilà, c'est qu'il y a une association entre les variables de santé, donc dépression, anxiété, stress, et le contrôle sur la vie, contrôle sur le travail, et l'identification disciplinaire. Donc, très concrètement, ici, les personnes qui s'identifient à leur groupe disciplinaire. Vous vous souvenez, précédemment, c'est dans le tableau, les personnes qui se sont identifiées à working group. On a regardé ensuite comment les personnes s'identifiaient à ce working group, donc discipline, et on a vu que plus l'identification à ce groupe était forte, moins l'anxiété était élevée, non, parce que c'est pas significatif, moins le contrôle sur la vie, plus le contrôle sur la vie était élevé, plus le contrôle sur le travail était élevé, et plus la satisfaction de vie était élevée. Voilà, c'est plus clair comme ça, j'espère. Pour la suite des analyses, ils ont fait des régressions. Donc, ils ont essayé de savoir si toutes ces variables-là, donc l'âge, la situation de parentalité, la discipline, le fait de s'identifier aux amitiés, le fait de s'identifier à la discipline, le fait de s'identifier à un genre, pouvaient avoir un effet prédictif sur l'anxiété, le stress, la dépression, la satisfaction par rapport à la vie et le contrôle perçu sur la vie et le contrôle perçu sur le travail. Donc, et après, je vous rassure, les résultats, j'aurais fait le tour des résultats parce qu'il y en a quand même pas mal. Après, on discutera. Donc, les variables prédites, c'est assez simple. Vous voyez que l'identification à la discipline ressort beaucoup. En fait, c'est le principal prédicteur de la dépression, de la satisfaction de vie, du contrôle sur le travail, du contrôle sur la vie et un petit peu du stress. C'est-à-dire que plus les personnes s'identifiaient à leur discipline, comme je vous le disais tout à l'heure, plus elles étaient satisfaites, plus elles avaient de contrôle, moins elles étaient en situation de dépression. Voilà, je pense que je vais m'arrêter là sur les résultats. Un peu laborieux vers la fin. Les résultats principaux, si on reprend à la fois l'analyse qualitative et à la fois l'analyse quantitative, c'est qu'il y a des défis communs avec probablement tous les post-doctorants sur l'incertitude, etc. Des défis communs avec les femmes en général, dans les carrières académiques, mais pas que. Le fait d'avoir parfois, si elles sont sous-représentées, peut-être une sensation d'imposture, d'avoir du mal à gérer les relations professionnelles avec l'interférence des relations de genre.
Et il y a aussi des challenges qui sont spécifiques aux femmes et au post-doctorat, donc le fait par exemple de gérer la publication, la carrière, alors qu'il y a un projet de maternité et que du coup il y a des congés qui sont pris dans ce sens-là. Donc ça, c'était les analyses Cali qui nous l'indiquaient. Donc c'est du Cali, c'était un petit échantillon, hein, ça n'a pas vocation à être généralisé ou surgénéralisé, encore moins, mais en tout cas, voilà, on retrouve dans leur discours des choses qui sont déterminées ou en tout cas qui existent, qui sont identifiées dans la littérature. Et ce qu'on peut retenir, c'est de toute façon l'élément le plus important, c'est que l'identification à une discipline a un rôle probable dans la santé mentale, donc la dépression, et le contrôle perçu chez les femmes postdoctorantes, avec un facteur qui est supposément protecteur. Alors, on ne sait pas si c'est un facteur protecteur parce que ce n'est pas une relation de cause à effet. C'est les éléments, les aléas statistiques, mais en tout cas, il y aurait un facteur protecteur supposé, ce qui n'est pas étonnant. Quand on s'intéresse aux théories de l'identité sociale, c'est quelque chose qui revient assez régulièrement. Les limites, elles le disent, ce sont des petits échantillons, même si au niveau des analyses de puissance, c'était correct, pour les corrélations en tout cas. Pas de comparaison avec d'autres groupes, alors ça c'est la grosse limite, et à la lecture de l'article, je ne suis pas sûre d'être bien au clair sur pourquoi elles n'ont pas comparé, parce qu'elles avaient quand même une bonne 140aine d'autres participants, donc je pense qu'elles auraient pu faire des comparaisons. Parce que finalement, l'élément clé, c'est qu'on ne sait pas si ça ne concerne que les femmes. Peut-être qu'en fait, on aurait eu exactement le même effet chez des hommes post-doctorants. Mais du coup, pour le coup, on ne l'a pas vérifié. C'est pas très grave, c'est quand même intéressant de savoir que l'identification à une discipline peut avoir ce rôle-là. Ça a quand même plein de perspectives, à la fois théoriques et à la fois pratiques. Et au niveau des perspectives théoriques, donc l'idée, ce serait d'explorer différents types d'identités. Donc là, il y a la discipline, mais dans le parcours académique, il peut y avoir d'autres types d'identités, pas forcément disciplinaires. Il peut y avoir justement le statut, doctorant, postdoctorant, etc. Il peut y avoir l'établissement, peut-être. Ça peut dépendre justement des pays, ça. Peut y avoir l'équipe de recherche, la thématique aussi, précisément. Des fois, il y a des thématiques aussi qui sont transverses à certaines disciplines. Peut-être qu'il peut y avoir une identité, je ne sais pas. Après, on ne sont pas dans l'infiniment petit des identités, mais il peut y avoir des identités sociales là-dedans. Des perspectives, et ça c'est moi qui le rajoute là, c'est étudier les stratégies identitaires et leurs effets. Alors, ce qu'on voit dans les travaux sur l'identité, c'est que les identités, elles ne sont pas forcément statiques, c'est-à-dire que c'est pas pour toujours on s'identifie à 8 sur 10 sur le fait d'être une femme, ou pour toujours on est à 2 sur 10 sur le fait d'habiter dans le sud de la France, ou dans le nord de la France. Mais ça va être en fonction des contextes. Des fois, en réaction à un événement, on va s'identifier plus à un des groupes parce que ça va soit nous permettre de protéger une partie de l'estime de soi, soit nous permettre de réagir, soit nous permettre de créer du lien, etc. Donc, il y a quelque chose de dynamique dans l'identité. Et ça pourrait être quand même assez intéressant d'aller voir un petit peu s'il y a des stratégies identitaires, donc des choix donc, qui ne sont pas forcément conscientisés, mais en tout cas, est-ce qu'il n'y a pas des stratégies identitaires utilisées par les participants pour préserver la santé mentale, l'estime de soi, etc. Et la perspective, il faudrait vraiment, mais ça c'est dit dans l'article, comparer avec d'autres groupes minoritaires ou non, pour voir si c'est plus vrai chez les femmes, moins vrai, pareil que pour les autres. Voilà, je pense que je vais m'arrêter là. Je vous laisse intervenir si vous avez des remarques ou des choses à dire. Ouais, merci Jeanne pour la présentation, c'était super intéressant, puis ça résonne avec pas mal de trucs qu'on fait au LIB, du coup c'est hyper intéressant. Je crois pas que tu l'en aies mentionné, ou je l'ai peut-être loupé, par rapport au fait que l'échantillon soit canadien et européen, est-ce qu'il y a des différences notables? Parce que je me dis que le contexte au Canada est assez différent. Est-ce qu'ils ont étudié un peu justement en termes d'identité et d'appartenance disciplinaire notamment, les différences? Alors, non, dans le Canti, je ne me souviens pas qu'ils en aient parlé, ou alors c'est vraiment anecdotique. Et dans le Cali, ils ont dit que justement, un des résultats, c'était qu'il y avait vraiment des discours communs, malgré l'appartenance à différents pays, avec une subtilité, c'est que l'équilibre, mais c'est pour le coup un élément très très précis sur 21 personnes, enfin 8 et 13, c'est que l'équilibre avec la vie privée était
moins conçue comme problématique en Europe, en Allemagne. Mais c'est de l'ordre du détail. Et sinon, une de leurs conclusions générales, c'est que justement, ça a l'air de transcender les contextes nationaux. Bon, Sophie. Merci Jeanne, c'était hyper intéressant. Dans la continuité de cette question, moi, je me demandais si ça avait été discuté aussi, si les personnes interviewées et dans le questionnaire Quanti, c'était des postdocs qui étaient en mobilité par rapport à leur pays d'origine, ou alors c'était... Non, je ne pense pas du tout que, en tout cas dans la description des participants, c'est absolument pas évoqué, et en tout cas, elles ne sont pas choisies. Et le nombre de postdocs non plus, si c'est le premier, le deuxième postdoc. Il y a juste l'âge, en fait, comme donnée, mais du coup, on ne peut pas déployer au nombre de postdocs, quoi. Il y a l'âge, la discipline, le fait qu'elles aient des enfants ou pas, et le pays, et il n'y a pas plus d'informations là-dessus. Parce que tu aurais une perspective ou une hypothèse par rapport à ça? Non, mais j'imagine que aussi par rapport à la discipline, comme il y a énormément de liens à la discipline, est-ce que c'est discuté quelque part le fait que le postdoc soit une continuité disciplinaire du doctorat? D'accord. Et le fait de changer aussi de pays, du coup, d'environnement de travail, ça peut avoir aussi des impacts sur son identité, sa façon de se percevoir aussi. Donc, je me demandais si ça avait été discuté dans l'article. Ouais, je pense que ça peut être... en fait, en vrai, au niveau de l'identité et de l'appartenance au groupe, il y a beaucoup de choses qui pourraient être faites. Comme je disais tout à l'heure, le fait que ça peut être aussi une stratégie, ça peut être dynamique. Donc, par exemple, si on change de pays et qu'on reste dans la même discipline, ça peut aussi être ce fil rouge identitaire. Et il y a des choses qui ne sont pas... je lance un peu un appel à ceux qui travaillent sur l'identité, mais des choses qui ne sont pas étudiées, ou alors pas à ma connaissance spécifiquement dans le doctorat ou dans le post-doctorat, c'est tout ce qui est statut et porosité ou prestige des groupes aussi. Par exemple, il y a des groupes des groupes sociaux qui sont perçus comme très poreux, c'est très facile d'y entrer et d'y ressortir, d'autres qui sont perçus comme très fermés, d'autres qui sont 100% fermés, comme l'âge, enfin, quoique ça évolue, mais une fois que vous avez 70 ans, vous ne pouvez plus revenir en arrière, a priori. Alors qu'il y a des groupes qui sont plus poreux, et pour le coup, l'appartenance disciplinaire ou à la communauté scientifique, je pense que ça peut être un peu poreux. Et il y a aussi des prestiges ou des statuts associés à certains groupes. Et autre chose, il y a des travaux sur la sous-représentation des femmes dans certaines disciplines en fonction de si ces disciplines sont perçues comme faisant appel à des caractéristiques innées ou acquises. En gros, est-ce que, l'exemple, la discipline qui ressort plus dans l'étude auquel je fais référence là, c'est la philosophie qui est très perçue dans l'échantillon. Donc, c'est une autre étude de 5L, l'ECL en 2015. La philosophie est perçue par les participants comme faisant appel à des caractéristiques innées et intellectuelles très hautes, et qu'on ne peut pas développer, en fait, si on ne les a pas de manière innée. Et les femmes sont sous-représentées dans cette discipline par rapport à d'autres disciplines de sciences humaines et sociales. Et dans leur article, les disciplines, ça m'a fait rire d'ailleurs, où les personnes étaient jugées comme les moins brillants, intellectuellement et avec des capacités moins innées, donc ils étaient moins gifted, c'était la psychologie et l'éducation, donc là où il y a le plus de femmes. Donc nous, on n'est pas perçus comme brillants en tout cas. Et voilà, je pense qu'il peut y avoir des choses à étudier là-dedans, et peut-être que ça peut avoir des impacts sur les identifications, les possibilités d'identification ou pas. Et ce que tu dis, la mobilité également, et le temps passé dans une discipline. Moi, je trouve ça hyper intéressant ce que tu abordes sur cette dynamique d'identification. Parce que j'imagine que ça évolue énormément au cours du post-doctorat et même au cours du doctorat en tant que tel. Et est-ce que toi, tu as des travaux à conseiller qui ont déjà étudié cette dynamique d'identification? Ouais, je pense qu'il y en a plein en psychologie intergroupe. Celui qu'on connaît, qui ressort un petit peu tout le temps, c'est le modèle, d'ailleurs il date un peu, 99, c'est le modèle identification-rejet. C'est en fait, s'il y a un rejet du groupe d'appartenance, eh ben, les personnes vont plus s'identifier pour redorer un petit peu l'estime d'elles-mêmes. Mais il y a plein de phénomènes intergroupes qui, à mon avis, impactent
tous les processus d'identification. Eh bien, s'il n'y a pas d'autres remarques, on peut en rester là pour aujourd'hui. Merci de votre écoute en tout cas.